Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil démocratique que nous avons déjà parlé à l'antenne de Radio Libre en Périgord. En fait, on l'a découvert avec un mouvement associatif qui s'appelle Ça ne tient plus. Et c'est vrai, les associations ont besoin de s'exprimer parce que la situation est difficile. Et cet outil qui leur permet de s'exprimer s'appelle le droit d'interpellation citoyenne. Et avec une superbe plateforme, comme il y a une plateforme à l'Assemblée nationale avec la loi Duplon, par exemple, où tout le monde, 2 millions de personnes ont voté, eh bien, il y a aussi cette plateforme en Gironde, par exemple, qui s'appelle le droit d'interpellation citoyenne. Mais il existe avec d'autres municipalités, d'autres régions en France. On a Raoul Maniberton qui était déjà venu en visio pour un enregistrement sur le référendum d'initiative locale. Et c'est assez complémentaire, ou même des fois c'est un peu la même chose. Raoul Maniberton, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et puis chercheur aussi. Et c'est pour ça qu'à Grenoble aussi, vous avez été à l'initiative de ce droit d'interpellation que vous avez appelé aussi RIC local. Oui, effectivement, à Grenoble et dans d'autres villes, à Poitiers aussi, comme grande ville. Oui, vous avez été sollicité par la municipalité de Poitiers. La municipalité. Oui, la municipalité. Je renvoie donc les auditeurs à écouter notre précédent enregistrement qui s'appelait Guide pour un référendum d'initiative citoyenne locale, Guide pour un RIC local, et où il y avait un document que vous aviez publié déjà en 2016, il me semble, de l'IRTD, l'Institut. Territoire démocratique. L'Institut des territoires démocratiques, merci. Donc pourquoi pour vous c'est important le droit d'interpellation citoyenne ? C'est important. Disons que ça dépend par rapport à quoi il est comparé. Si on le compare par rapport à toutes les mesures, bon, évidemment par rapport à quand il n'y a rien, donc juste des élus qui consultent, c'est quelque chose de utile parce que justement, je vous cite rien que la dernière fois, nous avions parlé de la Suisse. Donc, j'ai un ami suisse qui ne sait pas comment ça se passe en France. Donc, un jour, il dit, mais on parlait des municipales. Donc, il dit, bon, le maire est élu pour 6 ans. Et au milieu, vous faites quoi si ça se passe pas bien? Eh ben, je dis rien. Comment ça, rien? Eh ben non, il faut attendre la prochaine élection dans 6 ans. Alors, le mec, il paniquait, il m'a répondu, maintenant je comprends, si j'étais en France, je serais dans la rue tout le temps. Donc, et c'est pas les Français qui aiment bien aller dans la rue, c'est leur institution qui pousserait même les Suisses à le faire. Ou peut-être les deux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la situation générale. Après, on a inventé des petits outils comme les assemblées citoyennes, les budgets participatifs. Mais ces petits outils, justement, si ça se passe mal, ne permettent pas de faire quoi que ce soit parce que, en fait, si vous prenez, par exemple, un budget participatif, ça amène les gens de discuter 5% du budget d'investissement. Donc, c'est très peu. C'est minime. Et donc, tout le reste, 95%, le maire est libre de le faire sans avoir aucune contrainte. Donc, c'est pas un instrument de contre-pouvoir, n'est-ce pas? C'est pour contrôler ses représentants. Donc, l'interpellation citoyenne, l'originalité qu'elle a, c'est que précisément, l'idée, c'est de intervenir en cours d'un mandat pour dire ce que les citoyens veulent ou au contraire pour contester une décision qui a été prise par la mairie. Donc, c'est quelque chose qui peut porter sur tous les types de décisions et donc ça peut être propositif ou au contraire contestataire et c'est un moyen, disons, de pouvoir donc proposer autre chose, une alternative ou une contestation pendant le mandat. Donc ça, c'est assez original. Après, si on doit le comparer, c'est le même esprit de ce qu'on avait discuté, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne locale. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit très bien, dans certains cas, c'est une structure de type RIC local, alors que les élus l'appellent interpellation. Donc il y a aussi un enjeu de mots. Et alors, l'enjeu de mots n'est pas anodin, parce que le droit d'interpellation est né dans la monarchie anglaise
au XVIIIe siècle, la monarchie de Juillet en France a repris ses droits. Et alors, la monarchie de Juillet avait un parlement, n'est-ce pas, dans lequel les parlementaires pouvaient interpeller le roi. Ce n'était pas un parlement qui faisait les lois, c'est le roi qui les faisait. Mais le parlement pouvait l'interpeller. Vous voyez? Donc, c'est ce droit-là qu'on retrouve aujourd'hui. C'est pas les citoyens qui font la loi, mais ils peuvent interpeller celui qui fait la loi. Alors que, si vous voulez, le RIC local, c'est rendre les citoyens comme des parlementaires d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire des gens qui votent la loi directement. De légiférer, en fait, les représentants n'ont plus mot à dire parce que c'est la voix du peuple qui compte. Si vous voulez, quand je l'avais mis, j'avais accompagné le dispositif à Grenoble, ça avait créé quelques tensions parce que certains élus étaient très favorables à un dispositif plutôt de RIC local, dans lequel les gens peuvent directement prendre des décisions, alors que d'autres, dont le maire, Éric Piolle de l'époque, était plutôt frileux par rapport à ça. Et en fait, la dynamique globale, collective qui s'est créée a fait qu'ils ont mis en place quelque chose qui ressemble à un RIC local, mais qu'ils l'ont en fait arrêté précisément parce que, notamment suite à une pétition sur les bibliothèques qui avait été fermée. Donc, en fait, et d'ailleurs, dans les interviews plus tard, le maire, Éric Piolle, dit, bon, c'est un peu fait pris au jeu, mais en fait, ce qu'on voulait pas de la démocratie directe, on voulait pas du RIC local, on voulait quelque chose de beaucoup plus ponctuel qui permette aux citoyens exceptionnellement d'avoir un mot à dire et pas de légiférer à notre place. Mais là, peut-être qu'il y a un problème de modalité quand ils ont fait la délibération pour mettre en place ce RIC local, peut-être qu'il y avait un problème d'échelle, de seuil à partir duquel le référendum doit être appliqué, le seuil à partir duquel ça se transcrit directement dans une délibération. Il y a peut-être un problème de modalité. Je pense pas qu'il y avait le problème. Ils avaient pris les modalités que je proposais, donc c'est difficile de s'autocritiquer. Mais c'était combien dans les faits, cela a donné à Grenoble une pétition qui atteignait le seuil par an. Donc je pense pas qu'un vote par an, je pense que c'est bien, c'est un bon rythme. Donc le seuil n'était pas si mal. Aujourd'hui, il y a un nouveau dispositif où le seuil, c'est 4 fois plus. Et le résultat, c'est 0 référendum. 0 référendum parce qu'il n'y a pas de question qui nécessite débat. On atteint le seuil. Ah, aucun seuil, d'accord. Parce qu'après, il peut y avoir des décisions. Par exemple, si une pétition est tellement approuvée par la population qu'il n'y a pas besoin de faire un référendum et se déplacer dans nos écoles pour aller déposer un bulletin et faire ça un dimanche. Ça s'est pas passé. Et c'est simplement aucune pétition n'a atteint le seuil. Donc, cette histoire de seuil, c'est sûr, c'est important. Donc, si c'est trop haut, c'est difficile à atteindre, surtout au regard des sujets qui peuvent être votés au niveau de nos communes, qui sont quand même restreints. Et le seuil était de combien alors et donner aussi, s'il vous plaît, la population de Grenoble, qu'on puisse quantifier par rapport à nos communes là où nous habitons. Donc, le seuil, celui qui a donné une votation par an, était de 2000, que par rapport à Grenoble, ça fait environ 2%. Et alors que le seuil actuel est, si je dis pas de bêtises, de 8000, donc ça fait donc pareil 8%. Ouais. Et là 0. En combien d'années? Il y a eu 0 référendum d'initiative locaux. Là ça fait 3 en 3 ans et là ça fait 0 en 2 ans. Oui. Donc le seuil de 2% paraît préférable alors. Pour qu'au moins... Ben, ça dépend des villes. C'est-à-dire que plus une ville est petite, plus le seuil peut être haut. Parce que le bouche à oreille fonctionne mieux? Non, oui, alors déjà, dans un village, avoir le maire, croiser le maire, c'est beaucoup plus facile. Tout le monde peut parler avec. Donc souvent, une procédure formelle pour contester une décision est quelque chose qui a moins besoin d'exister parce que de toute façon, si les gens sont pas contents, ils arrivent à le dire directement au maire.
Et donc, mettons un village de 500 habitants, 2%, ça ferait quand même 10 personnes. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc, 10 personnes peuvent aller protester, et je pense qu'à ce niveau-là, sur un petit territoire, on peut avoir 8% facilement. Ça veut dire pas 10 personnes, mais 40. C'est déjà plus raisonnable. Ouais, d'accord. Donc ça oscille entre 2 et 8%. Donc si on prend par exemple la plus grande ville de Dordogne, là où est situé Radio Libre en Périgord, pour des municipalités de 30 000 habitants, un juste milieu entre 2% et 8% serait oui, c'est ça. acceptable. Ça pourrait être quelque chose comme 4%. Après 30 000, ça commence à faire. Hein. Grenoble. Ça peut être même 3, ou voire pourquoi pas 2 aussi. Disons que le bon critère, c'est savoir combien d'opportunités à chaque citoyen de pouvoir emmerder le maire juste en allant le voir. Oui. Si c'est courant, voilà, les seuils peuvent monter. Mais si c'est pas facile, et on peut pas prendre le rendez-vous avec le maire comme ça d'un jour à l'autre, c'est très compliqué, voire impossible. Eh bien, dans ce cas. Ouais, mais ça dépend des maires. Et donc, ça dépend aussi des élections. Ça peut changer et c'est difficile de revenir sur des modalités d'un droit d'interpellation. Alors, vous avez raison, enfin, sur ce point, mais ça dépend des maires, ça dépend comment vous comptez. C'est-à-dire, pour moi, une ville de 30 000 habitants, si tous les 30 000 venaient prendre un rendez-vous avec le maire va être débordé, en difficulté à les voir. Bien sûr. Donc, il y a aussi un critère comme ça, c'est un bon critère structurel. Peut-être personne n'y va et peut-être du coup il y a que 10 personnes qui y vont et le maire est très gentil et les accueille toujours tous. Mais si tout le monde venait, le maire pourrait pas le faire. Et c'est pour cette raison que le seuil va un peu radicalement baisser si on veut que ça marche. Oui, et puis ça nécessite aussi de la communication de la part de la mairie, qu'il n'y ait pas une volonté de mettre cet outil et puis de ne pas s'en servir et de ne pas en faire la communication. La meilleure communication qui existe pour faire marcher un dispositif comme ça, c'est qu'il arrive qu'une fois, les contestataires, les signataires gagnent leur bataille. Si ils gagnent une seule fois, ensuite il n'y a même plus besoin de faire la pub. Tout le monde saura que c'est gagnable et tout le monde aura envie de le faire. Tant qu'ils n'ont pas gagné, les gens se méfient de ces dispositifs. Ils disent, bon, c'est la poudre aux yeux et ils n'ont pas tort. Parce qu'effectivement, moi qui ai vu même celui de Poitiers ou de Grenoble, c'est ingagnable pour des raisons de quorum qu'on va peut-être développer ou pas. Donc, alors qu'ils sont les dispositifs qui vont le plus loin. Celui de Bordeaux aussi, il n'est pas. Mais justement, il n'est pas facile à gagner, même si Sandrine connaîtra mieux les modalités. Sandrine Nouveau, donc avec qui nous avons enregistré sur le droit d'interpellation citoyenne locale de la Gironde, souhaite intervenir. En fait, c'est elle qui a renvoyé vers vous, Raoul Magny-Berton, sur le fait que c'est vous qui étiez à l'initiative, et je ne le savais pas aussi pour le département de la Gironde, de ce droit d'interpellation. Sandrine, vous voulez intervenir ? Ce que je vous souhaitais dire, c'est qu'on s'est vraiment servi des travaux de Raoul à Grenoble, qu'on a basé les 66 personnes, on a mis un quota plus bas, justement, pour que les Girondins puissent en saisir, qu'il y a déjà eu un droit d'interpellation citoyenne saisi par les Girondins contre les frelons asiatiques pour la survie des abeilles, qui ont atteint les 20 000 signatures, que je voulais signaler que si le département de la Dordogne souhaitait en faire un, il pouvait joindre aussi Julie Blanquet, la chargée de mission à l'agenda 21 qui nous a accompagnés, puisque, comme je disais, c'est vraiment parti d'un travail coopératif et collaboratif. Et que sans ce rassemblement, rien n'aurait pu voir le jour. Et Sandrine, le fait qu'il y a une pétition qui atteint le seuil, ça produit une votation ou pas? En tout cas, il y a eu les élus s'en sont saisis. Hein. Oui, tout à fait. Mais donc, il y a un débat en conseil municipal. Ah oui, tout à fait. Alors après,
moi, je suis pas agent du département, je sais pas où ça en est, mais je peux me rapprocher de Julie pour savoir où. Et par contre, j'avais proposé, puisque j'avais rencontré sur une manifestation celle qui a porté ce droit d'interpellation citoyenne et qui a réussi à atteindre. J'ai les coordonnées. On peut essayer de se mettre en contact parce que pour moi, c'est l'exemple. Oui, tout à fait. Attends, mais l'exemple, comme je disais, ça c'est très important qu'il y ait une pétition qui atteigne le seuil. Ça c'est une première victoire. Mais pour que la victoire soit pleine, il faut que à la fin, la proposition qui a été initiée est mise en place. Donc, je me rapproche de Julie. Et donc, après, pour faire la transition, donc c'est très bien que les seuils soient atteints en Gironde. Par contre, il y a quand même une modalité sur le droit d'interpellation de Gironde qui est sur des projets environnementaux. Là, il y a eu une modalité thématique sur les droits d'interpellation. C'est à rappeler. Mais alors, donc sur la question de comment ça se passe concrètement pour mettre en place. Juste votre question sur les seuils, c'est une très bonne question parce que c'est pas seulement tout à l'heure on a parlé du niveau des seuils, 2%, 8%, mais c'est pas la seule question qui se pose. Il y a une deuxième question, c'est le support des signatures. Alors effectivement, on sait que le support qui est peu utilisé, mais qui est pourtant la meilleure pratique, si on veut, c'est le bon vieux support papier, en fait. Il est pratique. Alors, pourquoi il est bien? Parce que, en fait, lorsqu'il y a une initiative de ce type, ce qui est très sympa, la logique de cette initiative, c'est que les gens discutent. Ils doivent discuter avant, pendant la collecte de signatures, et aussi après, s'il y a une votation, pendant la campagne. Mais la collecte de signatures, c'est un des grands moments dans lesquels chacun va essayer de convaincre ses concitoyens à signer le projet. Donc, vous imaginez, avec Internet, c'est quand même plus compliqué. Ça veut dire que si l'initiative vient, on l'avait vu lorsqu'il y avait les aéroports de Paris, qui est arrivé très haut. Oui. Bon, c'était difficile. C'est un site qui bug. Il y a des gens qui savent pas bien l'utiliser. Et puis, il faut y aller dans les marchés avec son ordinateur, aider les personnes qui veulent signer, etc. Donc, le papier, c'est très important. C'est pour ça que ceux qui veulent le papier, ils sont pas contre aussi une signature électronique, mais ils sont contre l'abolition du papier. Oui, bien sûr, il faut les deux, hein, au moins, c'est sûr. Voilà, il faut les deux. Parfois, quand il y a cette thématique n'est pas très affrontée, les pétitions électroniques sont privilégiées, donc il n'y a pas de pétitions papier. À l'Assemblée nationale, c'est le cas, par exemple, où c'est que sur Internet et avec un support en plus de France Connect, c'est-à-dire que il faut pouvoir authentifier les signatures. Et là, c'est un autre enjeu de savoir qui authentifie pour éviter la triche, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà, il y a plusieurs manières de le faire, mais la plus courante avec les papiers, c'est que les personnes mettent leur adresse, leur nom, enfin, c'est possible de les retracer. Et en fait, il y a un échantillonnage. C'est-à-dire qu'on va essayer d'en prendre au hasard 5%, et s'il y a des erreurs, on continue, et s'il n'y a pas d'erreur, on dit que c'est bon. Voilà, donc ça c'est le... Il y a souvent des erreurs dans la pétition papier, dans les prises des signatures. Alors que sur Internet, on peut mettre France Connect, ce qui permet de contrôler en fait lui-même, donc on n'a pas besoin de travail derrière, mais par contre ça ajoute encore un coût à ceux qui veulent signer, puisqu'il y a des gens qui savent plus leur code, il y a des gens qui voilà. C'est plus difficile, c'est vrai, pour une certaine tranche d'âge qui n'est pas habituée à ce genre de procédé, mais par contre la diffusion est plus facile, il n'y a pas besoin de passer du temps sur les marchés à essayer de parler de pétitions où les gens, on prend beaucoup de râteaux aussi parce que les gens n'ont pas que ça à faire, alors que en ligne, on a le temps pour analyser et puis prendre le temps d'écouter tous les arguments.
C'est ça. En fait, fondamentalement, en ligne, non seulement c'est difficile, mais c'est dommage parce que c'est en fait, on a une pétition, puis on clique pour dire on est d'accord, mais c'est chacun dans son coin. C'est pas l'esprit de la chose. Après, des plateformes de pétition peuvent aussi mettre des espaces de discussion, d'argumentation en dessous des pétitions. Ça n'a pas été fait sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Ouais. Mais par exemple, il y a un site qui s'appelle Kialo, K-I-A-L-O, et qui permet de débattre, de donner des arguments plus, des moins, et donner les avis de chacun de façon anonyme ou pas anonyme. Et donc là, ça permet de créer du débat sur chaque pétition et expliquer pourquoi celle-ci n'est pas possible ou celle-là est très bien. Et voilà. Non, mais je suis d'accord. Je suis pas, disons, un conservateur structurel. Disons que le jour où on sera tous très à l'aise en ligne et que il y a des forums associés aux signatures et des choses comme ça, il n'y a pas de problème, on pourra remplacer la pétition papier. Mais enfin, ce qui est important, c'est la fonction de la chose. C'est l'idée de venir vouloir convaincre, et puis quelqu'un qui oppose ses arguments, éventuellement, c'est ça le point important. C'est vrai. Bah alors, venons maintenant donc techniquement comment le mettre en place. Est-ce que vous avez des informations sur les villes où ça a été mis en place, à Grenoble, Bordeaux, à Poitiers? Comment ça a été mis en place? Combien ça coûte? Alors, ça dépend. La mise en place, disons que le coût de la plateforme de pétition, c'est pas très élevé en fait. C'est un coût que toutes les collectivités peuvent soutenir facilement, comme aussi le papier, si on veut on veut donner des formats spécifiques à la pétition en papier. C'est combien à peu près du coup? Bah, c'est quelques milliers d'euros. Après, ça dépend mais on est sur un petit, c'est-à-dire que quand on compare, par exemple, à la mise en place d'un référendum local, parce que là, c'est ça qui est dur. On est sur une grande ville, la mise en place d'un référendum local peut aller autour de 80 000 euros. Alors qu'un site de pétition peut faire 10 000, moins. Donc, Parce que les référendums locaux nécessitent beaucoup plus d'effectifs, de personnes pour organiser le scrutin. Oui, puis il faut bloquer une école. Parce que normalement, si on fait ça dans les règles du référendum local, il faut avoir les mêmes bureaux de vote que lors des élections. Faut pas que ça soit dans les mêmes périodes, par contre, parce que Voilà. le droit l'interdit. Voilà. Puis une autre question importante, c'est savoir à quel moment, comme les collectivités ont des compétences extrêmement étroites, et, et voilà, et puis elles se transfèrent les compétences avec le temps. À mon expérience personnelle, même les maires ne savent pas exactement, et les services techniques non plus, ne savent pas toujours exactement qu'est-ce qui est dans les compétences de la collectivité. Donc, il y a deux possibilités. Une, c'est faire un contrôle de compétences en amont. Dire quelqu'un, il soumet d'abord sa pétition à un service juridique de la mairie. Et là, toutes les mairies en ont? Ou ça coûte combien aussi l'analyse d'un service juridique pour une pétition? Voilà, l'expérience que j'ai eue, parce que ça, le système en amont, c'était celui finalement qui a été suivi à Grenoble. Et il y avait une certaine peur, effectivement, du coût là-dessus. Et en fait, ça a été fait par les services juridiques et les services de la participation, donc sans embaucher personne de plus. Et eux ont, comment dire, étaient complètement volontaires. Bon, c'est vrai qu'ils étaient impliqués dans le truc, ils étaient volontaires, mais cela était intéressant parce que ils m'ont dit qu'ils ont découvert, du coup, plus clairement les contours des compétences en répondant aux autres, parce que parfois, ils connaissaient pas la réponse. Donc, c'est aussi, les services juridiques sont sous-utilisés parfois, et les services qui existent déjà dans la mairie peuvent le faire. Mais après, évidemment, ça dépend de l'activité des citoyens. Là, c'était faisable parce que finalement, il y avait, je sais pas, une tentative de pétition tous les mois. Mais si c'est tous les jours, on a toujours peur quand il y en a beaucoup. En réalité, il n'y a pas de raison qu'il y en ait beaucoup, mais si on a beaucoup, il y a donc l'autre extrême, c'est de dire, bah, il faut faire la pétition et seulement quand elle atteint le seuil,
on décide si oui ou non elle est dans les compétences, et ça c'est très décourageant quand même, parce que bon, si jamais ils se trompent, les pétitionnaires, ils ont fait tout le travail pour rien. Donc il y a des formules intermédiaires. Par exemple, il faut avoir déjà 50 soutiens et ensuite on peut la faire étudier. 50 soutiens, par exemple, en signature papier, et puis ensuite, ça peut être sollicité pour être mis en ligne sur une plateforme, et c'est ce qui est fait, il me semble, en Gironde et à Bordeaux. Alors, là aussi, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est si ce dispositif, cette initiative, quel est son avenir? Parce qu'il y a deux possibilités, soit elle est soumise à vote, soit elle est débattue en conseil municipal. En vote, par exemple, en référendum, directement par les citoyens. En référendum, ou alors, comme d'autres ont fait, votation un peu plus, on va dire, informelle, pour éviter tout le coût que comporte un référendum. Mais du coup, il y a d'autres problèmes. Mais donc voilà, et ça, c'est possible que en cas de rejet, c'est le cas justement, c'est le cas des villes que j'ai suivies. Des villes que j'ai suivies, l'idée est passée que si le conseil municipal n'acceptait pas la proposition, il s'engageait à organiser une votation, un référendum en fait. Pour trancher. Dans la majorité des cas, il y a juste un débat au conseil municipal, qui est déjà pas mal, mais souvent c'est quelque chose où c'est plus difficile de dire qui a gagné la bataille en fait, parce que le débat, même s'il va dans le sens des pétitionnaires, pour avoir gagné la bataille, il faut vraiment avoir une proposition et que celle-ci soit appliquée. Le but de ces outils-là de démocratie, c'est justement qu'il n'y ait plus de camps et plus de batailles, qu'entre voisins, tous, on devrait pouvoir discuter et décider de notre avenir. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est bien de ne pas être d'accord. Il y a toujours des points de vue différents, bien sûr. Voilà. Je pense que donc un élément important du consensus, tout le monde discute avec tout le monde, etc. Ça c'est crucial. Mais pour que cela arrive, il faut un moyen de trancher des conflits. Donc c'est ça le référendum, c'est quand il y a un conflit entre deux parties de la société, qui peuvent être à l'occasion, par exemple, typiquement, le conseil municipal et une frange de la population qui signe une pétition, ils sont pas d'accord, ils sont en conflit, donc ils l'appellent à un vote tiers. Au moment où on appelle au vote tiers, il n'y a plus de consensus, débat, il y a une bataille entre deux camps et la majorité gagne. Mais là où, par contre, ce dispositif, la capacité de soumettre à l'électorat produit du dialogue et du consensus, c'est que, sachant que quand il y a un conflit, on remet les clés à l'électeur, plutôt que remettre les clés à l'électeur que personne n'a intérêt à le faire de toute manière, puisque c'est très incertain ce qui va arriver, c'est coûteux, on va essayer de se mettre d'accord. Donc, si vous imaginez un représentant aujourd'hui, vous allez le voir, vous n'êtes pas content, même si vous êtes 50, il peut vous ignorer, il peut vous écouter et dire oui, on en parlera après l'élection, comme vous citiez. Il peut dire des choses comme ça, que finalement, vous fait un sourire, mais voilà. Par contre, si vous avez la capacité de le forcer via une votation, là, il va être beaucoup plus attentif à vos revendications. Il va essayer de trouver avec vous un moyen de ne pas aller à votation, justement. Donc, c'est pour ça que le consensus et le dialogue ne peut pas être l'objectif. L'objectif, c'est comment trancher le conflit. Et en fonction de comment on tranche le conflit, ça crée plus de dialogue dans la société ou moins. En ouverture, on peut parler des conflits qu'il y a dans la société sur le plan national, et il nous faut des moyens pour trancher ces conflits aussi à l'Assemblée nationale, au gouvernement, les premiers ministres, où on ne sait pas lesquels choisir, par exemple. Et donc, en mettant ces outils déjà municipalement, localement, on pourra espérer les avoir des équivalents au niveau national. Qu'est-ce que vous pensez de la situation nationale ?
La situation nationale, je pense qu'on est tous d'accord que c'est une situation qui est globalement quand même assez préoccupante parce que, en fait, ça va dans l'autre sens. On pourrait imaginer que on a un système parlementaire dans lequel les citoyens ont de plus en plus de voix, alors que c'est le contraire. C'est le Parlement lui-même a moins de voix par rapport à l'exécutif. De Donc pouvoir. c'est une situation où les pouvoirs se concentrent. Et quand les pouvoirs se concentrent, c'est jamais bon parce que si vous avez un président qui vous plaît, tant mieux. Mais quand il y a un président qui vous plaît pas, il peut tout faire, en fait. Vous avez pas droit au chapitre. C'est un problème constitutionnel alors. Non, c'est pas un problème. Oui, partiellement oui. C'est-à-dire évidemment quelques changements de la Constitution. Vous savez que nous, avec Sandrine, on a un mouvement qui propose un changement d'un article, c'est tout. Et donc finalement, un petit changement peut produire des grands résultats. Mais L'article sur le référendum d'initiative partagée qui pourrait devenir article. Le référendum d'initiative citoyenne voilà, constituant, c'est ça qu'on propose. Mais pas de changer celui-là, pas de changer l'article 11 qui parle du référendum d'initiative partagée, mais de changer l'article 89 qui dit comment on change notre constitution. Ah d'accord. C'est pas un changement énorme, hein, dans la version minimale, on change 45 mots. Donc là aussi, il n'y a pas besoin de faire révolutionner notre constitution. Mais oui, il y a bien un problème de constitution en France, même si c'est dommage que le débat soit tout ou rien. Hein. Soit on jette tout à la poubelle, soit on la garde. Alors que quelques petits changements bienvenus seraient, en plus ils sont très consensuels, seraient bien. Mais là où je dis que c'est pas un problème de constitution, c'est que la constitution de 58 est une constitution qui dit, par exemple, comme vous la lisez, que le président a un rôle d'arbitre et que le gouvernement fait la politique non seulement nationale, mais aussi internationale, politique étrangère. Ok. Bien sûr. Garant des institutions, le président, sauf que certains présidents ne respectent pas forcément ces articles ou profitent de vides juridiques. En fait, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que le président, de fait, c'est le Premier ministre hein, qui gouverne, mais le problème, c'est que quand on a décidé, par exemple, là, de mettre la présidentielle, le quinquennat avec la présidentielle juste avant la législative, pour choisir l'inverse, non par exemple, à Cap-Vert, la législative juste avant la présidentielle. Les deux sont simultanés, mais avant, on vote pour la législative. Donc évidemment, ça change tout. Pourquoi? Parce que chez nous, on a un président, quand un président est élu, à la législative juste après, les électeurs qui ont perdu, ils sont découragés, ils disent on a perdu, on va reperdre, et donc ils votent moins, alors que les gagnants sont boostés, non? Ce qui fait que en moyenne, le camp des gagnants reçoit des gagnants à la présidentielle, donc le camp du président reçoit 25% de voix en plus. C'est par exemple, si vous candidatez sous le gagnant, sous Macron par exemple, vous avez 25% de voix en plus. Ça réduit les cohabitations d'opposition. Donc ça évite les cohabitations, mais ça fait beaucoup pire. Ça fait des députés choisis par le président, en fait. Parce que si le président ne veut pas, il dit tu y vas tout seul, tu vas perdre. Donc des députés qui sont, du coup, on peut qualifier d'un peu obséquieux du président. Donc le président va dire au Premier ministre quoi faire. D'ailleurs, le Premier ministre, normalement, le président ne peut pas chasser le Premier ministre. Mais l'organisation française qui s'est faite, c'est que le Premier ministre, quand il devient Premier ministre, donne sa lettre de démission au président, qui peut l'utiliser quand il veut, n'est-ce pas? Donc, en fait, le président, du coup, peut chasser le Premier ministre, alors que normalement, constitutionnellement, il ne peut pas le faire. Il peut faire voter ses lois. Donc, au final, c'est lui qui commande, alors qu'il n'a aucun pouvoir constitutionnel pour le faire. C'est indirect, via ce mécanisme-là que je vous raconte. Vous voyez? Donc, le résultat, c'est que les députés vont plus voter. Non, on parle toujours des citoyens qui votent pas, mais les députés votent encore moins que les citoyens. Je ne sais pas si vous le savez, hein, le 28% en moyenne de participation.
Donc 72% d'abstention en moyenne sur les lois votées au Parlement. Mais moi, je leur jette pas la pierre. Ils sont comme nous. Ils vont pas voter parce que ça sert à rien, parce qu'on sait déjà qui a gagné, n'est-ce pas? Donc, le Parlement n'est plus un lieu de débat, d'amendement, etc. Donc, on va vers une situation qui est quand même très... C'est comme ça que les pays tendent à devenir autocratiques. Il y en a de plus en plus des démocraties, on va dire, ou des systèmes représentatifs qui perdent l'équilibre des pouvoirs et qui commencent à être tout centrés sur l'exécutif. Donc voilà, ça c'est pourquoi je suis un peu inquiet et en fait nos systèmes représentatifs sont pas en équilibre, c'est-à-dire soit ça finit d'un système plus autocratique, soit ça va vers plus de démocratie, mais on peut pas rester sur un équilibre tel quel. Donc c'est pour ça que nous on est très motivés pour espérer que c'est la deuxième chose qui arrive et je vois que c'est à vous aussi. Et j'espère que nos auditeurs aussi prendront le temps de s'inquiéter de ces sujets de démocratie, parce que bien sûr, on le voit avec certains conférenciers aussi sur Internet qui nous alertent sur les ressources d'approvisionnement en pétrole, par exemple, ou d'autres crises qui peuvent créer une crise systémique. Ça ne peut conduire que vers moins de démocratie, ce genre de serrage de ceinture. Et donc c'est aux citoyens de redoubler d'efforts pour essayer de mettre en place des outils pour plus de démocratie. Et c'est ce que je dis souvent, Sandrine, repartir de la co-responsabilité. Et en 2021, donc quand je me suis impliquée dans le mouvement Espoirique, je ne pensais pas que je me ferais interviewer quelques années plus tard. Je pensais pas qu'on aurait fait le droit d'interpellation en Gironde. Et ça s'est fait. Bon. Et ça s'est fait. Et donc, oui, nouvelle. Aujourd'hui, il est temps que chacun c'est ce que je dis souvent, j'ai accompagné les gens à redevenir auteurs de leur vie professionnelle. Et bien maintenant, il faut que les gens redeviennent auteurs de leur citoyenneté. Bien, merci Sandrine Nouveau. C'est une magnifique conclusion. Vous avez mis en place donc le droit d'interpellation citoyenne en Gironde. Vous êtes à l'initiative de cette proposition. Et puis Raoul Maniberton, pareil pour Grenoble, et puis qui vous avait aidé, comme on l'a dit, la ville de Poitiers. Et peut-être d'autres villes qui viendront par la suite et qui feront appel à cet outil pour apporter plus de démocratie localement et puis nationalement. On a déjà plusieurs autres qui se sont engagés aujourd'hui. Oui, on peut les citer comme, Oui, vous pouvez trouver par exemple la conférence faite à Blainville, proche de Caen. On a proche de Paris aussi, il y en a 2. Oui, donc il y a encore une dizaine d'autres communes qui sont intéressées. Et donc on invite aussi tous les maires pour ces élections municipales de mars 2026 à s'approprier cet outil. Merci Raoul Maniberton. Merci Sandrine Nouveau. Merci à vous.